Bonsoir, Altesse Royale, Excellence, Excellence, Madame la Présidente du Mouvement européen, chers amis de l'Europe et aussi bienvenue à tous ceux qui nous suivent sur Facebook et YouTube. La chaleureuse bienvenue ce soir à notre 5e rendez-vous Let's Talk Europe ce soir avec Martin Reichertz. Martin, bienvenue chez nous. On est très honorés de ta présence ce soir. Vous savez, certains d'entre vous ont déjà suivi d'autres conférences dans ce cycle. C'est les acteurs européens qui se présentent. On trouve en amont des élections européennes, évidemment bien au-delà que les citoyens comprennent ce que font les différents acteurs qui construisent l'Union européenne. Leur rôle, leur valeur ajoutée, je crois que c'est extrêmement important de comprendre ce qu'ils font. Ce soir, on parle de la Commission européenne. Aussi, la Commission européenne est une de ces institutions qui se voit attaquée souvent. Elle prend des décisions bizarres. Elle propose de la législation qui sert à rien. Beaucoup de choses comme ça qu'on entend souvent. Je crois qu'il faut en parler un peu plus en détail et surtout laisser parler ceux qui connaissent les institutions vraiment très très bien. Et je crois qu'il n'y a personne au Luxembourg qui connaît aussi bien cette institution dont on va parler ce soir, la Commission européenne, que Madame Reichertz. Voilà. On dit souvent que c'est une institution menée par des bureaucrates qui n'ont pas de visage, mais voilà. Ces gens, ils ont des visages, ils ont des têtes, ils ont des cœurs, et c'est pour ça qu'on les invite à venir parler avec nous. Je crois que le parcours de Martin au sein de la commission est vraiment impressionnant. Je ne vais pas citer tout son CV parce que je ne veux pas parler pendant une demi-heure, voire une heure, mais je voudrais quand même, pour que vous voyez tout ce qu'elle a fait quand même, je voulais citer l'un ou l'autre de ses postes de sa carrière au sein de la Commission européenne. Alors, elle a commencé sa carrière à la DG en tant qu'administrateur ou administratrice, à la DG Science, Research and Development, puis aussi à la DG Indirect Taxation and Elimination of Tax Frontiers. Et elle m'a dit, je ne le savais pas, qu'elle a rédigé le livre blanc de la fiscalité indirecte. Voilà, je ne le savais pas. Martin fut aussi membre du cabinet du commissaire luxembourgeois Jean Dondelinger. Il était à l'époque en charge de la culture et de l'audiovisuel. Martine fut assistante au directeur général du marché intérieur, DG Marché intérieur et affaires industrielles. Martine fut aussi chef de cabinet adjoint du commissaire luxembourgeois Monsieur Steichen, qui était à l'époque en charge de l'agriculture et du développement rural. Elle était chef de cabinet adjoint du président de la Commission européenne Jacques Santer de 1995 à 1998. Après, Martine fut porte-parole de la Commission pendant presque 2 ans. Elle était chef de service de l'OIL, c'est l'Office des infrastructures et de la logistique au Luxembourg, entre 2003 et 2007. Après, elle fut directrice générale de l'Office des publications, autre acteur dont on a eu une conférence il y a quelques jours ici. Directrice générale par après aussi pour l'éducation, culture et du sport entre 2015 et 2018. Mais avant ça, elle était commissaire européenne pour le Luxembourg en 2014, en fait en remplacement de Viviane Reding jusqu'à l'entrée en fonction de la nouvelle commission Juncker. Voilà. Elle a occupé tous ces postes, c'est vraiment très très important. Et ce soir, c'est elle qui sera en fait porte-parole de cette institution, même si c'est de manière un peu inofficieuse. Depuis, elle a pris sa retraite de la commission. Aujourd'hui, Martine est membre du conseil d'administration de la Banque centrale du Luxembourg. Mais je crois que ce qui est important, et au-delà
du rôle de la Commission européenne qui doit être compris aussi par les citoyens. Qu'est-ce que fait la Commission? Qu'est-ce qu'elle ne fait pas? Mais je crois qu'il n'y a vraiment personne d'autre qui peut le raconter aussi, peut-être avec des anecdotes, avec des exemples, peut-être de moments forts qui ont marqué ta carrière et aussi ton expérience personnelle au sein de la Commission. Et tout ceci avec un peu de recul, parce que quand on est à l'intérieur d'une institution, peut-être on voit les choses aussi un petit peu différemment que quand on peut prendre ça et voir ça avec un peu de recul. Alors, encore une fois, Martine, un très très grand merci à toi d'être présente ce soir et de parler avec nous tous. Je vous invite vraiment, après l'intervention de Martine, de poser beaucoup de questions, dialoguer avec nous sur la commission, mais au-delà, on parle de l'avenir de l'Europe. Vous avez beaucoup de questions. Peut-être nous, on n'a pas toujours les réponses, mais il n'y a pas de tabou. On doit pouvoir discuter de tout. Et voilà. Justement, en amont des élections européennes, c'est vraiment important de comprendre comment l'Union européenne fonctionne. Je demande par après à mon collègue Horst Heinzius, certains d'entre vous le connaissent, qui va faire la modération pour le dialogue. Après tout cela, comme toujours, on va prendre un verre d'amitié ensemble. Mais là, je laisse la parole tout de suite à Martine. Merci beaucoup. Merci beaucoup Yoriko de cette introduction. Maintenant, vous comprenez pourquoi je suis partie à la retraite. Voilà, elle a oublié de dire que je suis essentiellement maintenant professeure de yoga. Donc, je revendique ce titre. Donc, c'est une vraie activité. Voilà, Astrid Luling qui est au premier rang, on va dire comme ça. J'ai commencé de façon très officielle, Altesse Royale, Madame la députée européenne. Non, parce que c'est une copine de longue date quand même, donc je vais le signaler tout de suite. Messieurs les ambassadeurs, Madame la directrice, un grand bonjour à tous ceux que je connais dans la salle. Merci beaucoup de m'avoir fait confiance. Merci à mes anciens collaborateurs, il y en a beaucoup, il y a quelques amis. Il y a quelques personnes que je rencontre maintenant dans le cadre de Sport pour tous à Luxembourg, qui est une activité ô combien sympathique aussi. Donc un grand merci. Donc Yoriko m'a demandé de parler un peu de la commission. Je vais faire une intro de 20 minutes. Voilà, on ne va pas faire un truc trop long, de façon à ce que ça puisse être interactif. Ceux qui me connaissent savent que j'ai rarement un speech préparé. Je n'ai pas fait exception ce soir à cette règle, donc j'ai quelques petites idées. Mais donc, si vous voulez intervenir, n'hésitez pas, ça ne me gêne absolument pas. Surtout si vous n'êtes pas d'accord, mais encore, ou si vous voulez rajouter quelque chose, puisqu'il y a quelques-uns des acteurs de ma vie professionnelle, comme Astrid, qui ont participé à un certain nombre d'événements. Donc, oserais-je dire à Astrid, si tu veux, vas-y. Voilà. Mais elle n'a pas besoin qu'on lui demande, donc je préfère anticiper, donc pour tous ceux qui ne la connaîtraient pas. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui est un jour difficile, n'est-ce pas, June? Puisque ce soir, il y a un vote important. Moi, je suis née en 1957, l'année du traité de Rome. Et comment est-ce que je suis rentrée à la commission? On va commencer par le départ. Un jour, j'ai un copain qui me téléphone et qui me dit « Martine, est-ce que tu viens avec moi passer un concours à Bruxelles ?» Et je sors cette phrase historique « Fonctionnaire, moi, jamais ». En fait, je crois que j'ai jamais été fonctionnaire, dans le sens fonctionnaire. Mais j'ai été fonctionnaire, effectivement, de la commission pendant 34 ans. Et ce copain me dit, écoute, moi j'ai eu, et puis vous allez bientôt comprendre qui c'était, moi j'ai eu la polio quand j'étais jeune, et j'aurais peut-être besoin de quelqu'un pour m'aider à monter les escaliers. Et autre chose. À l'époque, et là je parle aux plus anciens dans la salle, la commission était une maison généreuse, et donc on recevait 5 000 francs belges pour aller passer le concours. Avec 5 000 francs belges, on avait la chambre d'hôtel, les repas, tutti quanti. On a passé un super week-end à Bruxelles. On est allé passer cet examen lundi matin. Qui a réussi l'examen et qui l'a raté? Et j'ai son autorisation pour dire qui il est. Il est aujourd'hui président du tribunal de première instance. Il s'agit de Marc Jäger. Donc c'est grâce à Marc Jäger, que la plupart d'entre vous le connaissent, que j'ai passé ce concours. Alors, pour dire tout de suite un peu de mal de la commission, comme nous sommes en streaming, bonjour à tous ceux qui nous regardent en ligne, et comme j'ai promis de ne pas faire un truc uniquement à la gloire d'eux, parce que je pense que c'est pas le but, ma première année où j'étais à la recherche, je me suis ennuyée, mais alors à un point que vous n'imaginez même pas. Je remplissais des formulaires qui n'avaient aucun intérêt, de gens auxquels on devait donner des sous. Voilà, je pense qu'il y en a quelques-uns qui ont dû faire ça dans leur carrière aussi.
Et en fait, j'étais sur le point de rentrer à Luxembourg, où j'étais avocate avant de partir, parce que j'en avais franchement ras-le-bol. Jusqu'au moment où, en fait, on m'a proposé un job à la fiscalité, où effectivement, j'ai été responsable de la TVA et des accises. Alors, personne ici ne connaît le système de l'effet multiplicateur des accises pour le tabac, mais c'est très compliqué, c'est une formule mathématique. Voilà de quoi j'étais spécialiste à l'époque. Donc, j'étais vraiment quelqu'un sur le terrain. Voilà, donc pour vous donner l'idée de comment je suis rentrée à la commission. Alors, la commission, à quoi ça sert? Je ne vais pas vous faire l'insulte de vous faire un cours de droit constitutionnel parce que ça n'a aucun intérêt. Je vais juste résumer en très gros et de façon... Alors, les juristes m'excuseront, je vais faire un truc vraiment très, très résumé. Et je vais parler que des 3 grandes institutions parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Donc, il y a la Commission, il y a le Conseil et il y a le Parlement européen. La Commission propose, le Parlement est consulté et le Conseil décide seul ou avec le Parlement ou avec les 3. On ne va pas rentrer dans les détails là-dessus. Donc, ce qu'il faut simplement savoir, c'est que c'est la Commission qui a le droit d'initiative, c'est la Commission qui est la gardienne des traités, et ça expliquera tous les problèmes qu'a pu avoir la Commission. C'est elle qui négocie les traités internationaux, ce qui ne nous fait pas que des copains, n'est-ce pas, Astrid? Et donc, vous avez bien vu dans la presse tout ce qui s'était passé. Ce qui est très important à comprendre, puisque j'ai même eu le plaisir d'être commissaire pendant un moment, c'est qu'en fait, et ça c'est une chose que la plupart des gens ne savent pas, et une fois de plus, je ne vais pas vous faire l'insulte de vous dire ce que vous savez, parce que ça, vous pouvez le dire n'importe où, la Commission ne fonctionne pas comme un gouvernement. Et pourquoi est-ce que la Commission ne fonctionne pas comme un gouvernement? La Commission ne fonctionne pas comme un gouvernement parce qu'il n'y a pas ce système de coalition comme il peut exister dans les États membres. Alors, je vais prendre l'exemple du pays que je connais le mieux, qui est Luxembourg. À Luxembourg, vous avez pour l'instant une coalition qu'on n'a plus le droit d'appeler Gambia. C'est plus à la mode, composée de 3 partis. Cette coalition a une majorité, même si elle est limitée, au Parlement. À partir du moment où, en fait, les choses sont proposées, le système législatif fait que, d'office, étant donné qu'il y a une coalition et une majorité représentée au gouvernement, ces propositions ne posent pas de problème et elles passent comme une lettre à la poste. À la Commission, les choses sont très différentes. D'abord, à l'intérieur de la Commission. À l'intérieur de la Commission, vous avez maintenant 28 commissaires. Les 28 commissaires peuvent discuter de tout. Alors, pour vous donner un exemple, quand on a une proposition, puisque j'ai fait un peu d'agriculture à un moment donné, quand on a une proposition sur l'huile d'olive, il est évident qu'il y a des intérêts en Espagne, au Portugal, en Italie, en Grèce. J'en ai oublié dans les producteurs d'huile d'olive. La France, le Portugal, j'ai dit. T'as pas suivi. Pas bien. C'était Astrid Lulling. Voilà. Il y a évidemment à ce moment-là ces producteurs d'huile d'olive, mais les débats à la Commission sont sanglants. Parce que les Finlandais, les Suédois, les non-producteurs ont bien entendu des intérêts différents. Et c'est là que commencent les négociations. Ce n'est pas un système dans lequel le ministre propose quelque chose et tout le monde accepte. Je reprends l'exemple luxembourgeois. Quand le ministre de l'Agriculture arrive avec une proposition au Conseil des ministres, ça passe. En général, ils se sont mis d'accord avant. Mais il n'y a pas ce type de problème. À la Commission européenne, pour qu'une proposition, on n'est qu'au stade de la proposition, soit acceptée par le collège des commissaires, il faut une majorité. Ce qui veut dire qu'il faut 14 plus 1, 15 qu'il faut convaincre. Ce qui veut dire, et là je vais vous raconter des histoires de coulisses, ce qui veut dire que derrière, il y a des travaux préparatoires et que certains commissaires sont plus importants que d'autres. Pas nécessairement parce qu'ils sont les plus intelligents. Je rajouterai les plus beaux ou les plus belles pour ne pas faire de sexisme et pour vous réveiller un peu. Mais parce qu'en fait, ils ont quelque chose à offrir. Donc, en fait, dans ce système dont on dit parfois qu'il est antidémocratique parce que les commissaires ne sont pas élus, cet aspect-là des choses, on peut en discuter, parce que les commissaires sont quand même nommés par les États membres, il y a le Parlement européen. Donc dire que c'est un processus non démocratique, c'est peut-être un tout petit peu tiré par les cheveux. Par contre, les négociations qu'il y a derrière les coulisses, et je reviendrai à parler sur la démission de la commission Santer, puisque Astrid a été une de nos fidèles alliés au Parlement dans cette affaire, et que je voudrais quand même aujourd'hui la saluer très officiellement à ce titre. Voilà, donc
il y a des négociations à la commission pour faire passer les textes qui ont lieu entre les cabinets au niveau technique. Donc je reprends l'exemple de l'huile d'olive parce qu'il est caricatural, mais il y en a beaucoup d'autres. Quand on parle des voitures diesel, les intérêts sont dans d'autres pays, c'est pas la peine que je vous dise lesquels. Et donc il y a effectivement des choses comme ça qui se mettent en place et sur lesquelles peut-être, si on parle du futur de l'Europe, un système plus transparent ou un système dans lequel on mettrait peut-être en place des systèmes de coalition plus clairs pourrait faciliter à comprendre le processus décisionnel qui parfois est un peu compliqué. Je vous donne un autre exemple qui était quand j'étais commissaire. Il y a eu un vote, et là je ne pourrais pas vous donner les résultats des votes parce que les votes sont confidentiels. Donc je ne pourrais pas vous dire ce qui s'est passé, mais je peux vous raconter l'histoire. Il s'agit de la centrale nucléaire qui est en cours de construction au Royaume-Uni. Il y a un débat en commission pour savoir si cette centrale nucléaire respecte les règles de la concurrence, oui ou non. Est-ce qu'il s'agit d'un système d'aide d'État ou pas? J'essaie une fois de plus de simplifier à l'extrême. Je ne rentre pas dans les détails. Je m'étais amusée à lire le dossier parce que je trouvais ça très intéressant. Et donc ça, je peux en témoigner en ligne directe. Alors, les coups de téléphone avant le vote, incroyable. Et moi, comme je savais que j'allais jouer au commissaire pendant 4 mois, je discutais avec les Verts, la gauche, la droite, ceux du milieu. Et c'était intéressant parce qu'en fait, c'était vraiment un dossier qui était au-delà des distinctions politiques. C'était un débat qui était, est-ce que c'est une aide d'État ou pas? Alors, il y a des arguments juridiques, mais il y a aussi des arguments politiques, puisque vous savez ou vous ne savez pas que c'est une centrale qui est construite par les Français en Angleterre. Donc, il y a des intérêts géopolitiques qui sont quand même passionnants. En ce jour d'aujourd'hui où nous attendons le vote. Voilà. Résultat des courses, à un moment donné, c'était le président Barroso qui a mis le dossier au vote. Et il y a un certain nombre de commissaires qui ont voté contre la proposition du président. Donc, cette décision est passée. Ce n'est pas une aide d'État au niveau de la commission. L'affaire est sub iudice, c'est pour ça que je ne peux pas vous donner les détails, à savoir qu'il y a une action en cours devant la Cour de justice, donc je ne sais pas ce qui se passera. Voilà, mais j'étais dans la réunion du collège quand ça s'était passé. Je vous la raconte pour vous expliquer le comment, en fait, le processus de décision est pris. Et c'est là que je dis, la commission fonctionne complètement différemment d'un gouvernement, en tout cas d'un gouvernement luxembourgeois français, enfin ceux que je connais un tout petit peu. C'est vraiment un comportement qui est différent. Deuxième chose qui est très importante, c'est que la commission est un collège. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que les sui generis, c'est un collège. Ça vous fait une belle jambe. Hein. Alors, elle est sui generis parce qu'elle n'est pas comme les autres. Ça, j'ai essayé de vous l'expliquer. Et elle fonctionne comme un collège, à savoir qu'il n'y a pas un commissaire qui représente un État membre. Alors, évidemment, c'est un tout petit peu plus nuancé que ça, parce qu'il est évident que certains commissaires connaissent mieux certains pays que d'autres. Donc la formule alambiquée, c'est en général dans le pays que je connais le mieux. Voilà, ce qui fait évidemment alors un langage très bureaucratique, mais qui veut simplement dire voilà, en France c'est comme ça, je suis français, je connais, et ça pose pas vraiment de problème. Mais ils ne sont pas censés représenter les intérêts nationaux et ils sont censés fonctionner comme un collège. Donc j'en arrive à un de mes grands souvenirs. Donc c'est vrai que j'ai été porte-parole à l'époque de la démission de la commission Santerre. Et je fais le lien avec le collège. C'est une affaire qui s'est déroulée j'ai repris mes notes cet après-midi, c'est une affaire qui avait commencé en septembre, qui s'est terminée en mars, et avec des articles de journaux, et puis quand on commence à sentir le sang, ça devient intéressant. Mais il y a toujours 2 questions qu'on me pose. C'est 1, pourquoi est-ce que Santerre n'a pas demandé à Chirac et à Jospin de mettre Madame Cresson ailleurs? Et là, je peux témoigner, même si on est live, etc., qu'en fait, on est allé, et j'y étais avec lui, on est allé voir et M. Chirac et M. Jospin en disant, écoutez, là, on a un vrai problème. Et les 2 ont répondu, mais enfin, et ils se tutoient tous à ce niveau-là, enfin, Jacques Santerre, tu te rends pas compte, elle a été Premier ministre de la France. Voilà. Voilà la réponse dans les 2 cas. Donc, un peu embêtant. La deuxième chose, et je reviens à l'affaire du collège, c'est pourquoi il n'a pas obligé Édith Cresson à démissionner. 1, à l'époque, c'était pas possible.
Le règlement intérieur de la commission a été changé après. Donc ce n'était pas possible. Et Madame Cresson, pour tout vous dire, la nuit où la commission Santer a démissionné, elle a bu le champagne avec ses troupes, hein, parce qu'elle n'était pas partie seule. Et en fait, Jacques Santer a défendu l'idée de la démission collective parce qu'aussi il vient d'un petit pays. Et en fait, quand on est d'un petit pays, le fait que le collège soit un collège et que ça ne soit pas des commissaires pris individuellement donne aussi une force collective à un système qu'il ne pourrait pas avoir si on avait un commissaire français, un commissaire allemand, un commissaire italien, un commissaire autrichien, et après les petits luxembourgeois et les petits irlandais, et puis les un peu plus grands portugais, etc. Le fait que ça soit un collège donne vraiment une vision d'ensemble, et la commission est censée défendre l'intérêt général. Et cette notion d'intérêt général est reflétée par cette notion de collège. Voilà, maintenant je vous ai raconté en gros à quoi ça sert. Maintenant, je vais quand même encore vous dire quelques méchancetés sur la commission, parce que sinon c'est pas drôle, parce qu'on n'est pas là quand même. Voilà, c'est pas un système parfait. La preuve, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, et le fait qu'il y ait cette conférence aujourd'hui, ne me simplifie pas la tâche. Mais je vais quand même essayer d'être un tout petit peu critique avec le système, même si on verra après. J'ai quand même passé de superbes années à la Commission européenne, voilà. Et je referai pas exactement tout de la même façon, mais quand même certaines choses. Et là, maintenant, mon analyse, elle est purement personnelle. Donc ça, c'est une chose qui ne relève que de moi. Pour moi, le premier couac dans la construction européenne et dans le rôle de la Commission européenne date du compromis de Luxembourg, 1965, la crise de la chaise vide. À partir de là, pour toute une série de dossiers, en fait, les Français ont simplement bloqué, ils ne sont plus venus. Et à ce moment-là, on a accepté qu'on continue à négocier, une fois qu'ils sont revenus, jusqu'à ce que finalement on trouve un accord. Et pour moi, c'est la source de tout ce qui a découlé par la suite. On a à chaque fois recherché des compromis. Pour la plupart d'entre vous, vous êtes en couple, vous avez été en couple, vous serez en couple, ou enfin vous avez l'expérience en tout cas. Et quand on est dans un mariage ou de compromis en compromis, ben on arrive à la compromission. Et après, on se demande où est le fil conducteur. Et donc pour moi, c'est que il y a un cadre à remettre en place. Il y a un cadre à remettre en place au niveau européen. Jean-Claude Juncker a essayé de le faire. Je veux dire que le fait qu'on prenne toutes les décisions à l'unanimité, alors je sais qu'à Luxembourg, c'est un sujet délicat. Voilà. Mais une fois de plus, je répète, c'est mon avis perso. Mais si on continue à prendre toutes les décisions à l'unanimité, on ne va pas y arriver. On peut, dans tous les domaines pratiquement, sauf prendre des décisions sans qu'on soit à l'unanimité. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Parce qu'aujourd'hui, moi, je défends mon bout de gras. Demain, c'est toi. Désolée pour les auditeurs en ligne. Et là, il y a quelque chose qui est vraiment... C'est là que, pour moi, il y a le verre est dans le fruit. De là, on est arrivé... Alors, je cite les grandes étapes. Hein, l'opt-out britannique. Du coup, en fait, on a eu après, dans l'euro, il y a ceux qui sont dedans, il y a ceux qui sont dehors. Sur les piliers sociaux, il y a l'opt-out britannique. Après, on a eu les Danois. Donc, il y a eu toute une série de compromis comme ça qui font que, à mon avis... il va falloir qu'on avance un tout petit peu différemment. Alors maintenant, je vais vous citer le pape, sachant que, quand même, Astrid, brillante représentante de la CSV. Mais ça m'a vraiment amusé quand j'ai lu ça. Le pape François, en 1915, Laudato Si, numéro 194 pour les Belges, dit... Il ne suffit pas de concilier en un juste milieu la protection de la nature et le profit financier ou la préservation de l'environnement et le progrès. Sur ces questions, les justes milieux retardent seulement un peu l'effondrement. 2015. Ce qui veut dire, dans mes mots à moi, si on continue à être tiède, on va finir par se brûler les pattes. Donc... nous sommes à la veille d'une nouvelle commission. Je vous avais promis 20 minutes, je les tiens bien. On va pouvoir rêver un peu quand même. Rêvons un petit peu. Est-ce qu'on peut réaliser une transition énergétique efficace et vertueuse? Je raconte une histoire. Séminaire des directeurs généraux il y a 10 ans.
avec la secrétaire générale, on fait un brainstorming. Moi, j'appelle ça les brainstorming du cerveau. Je sais qu'un brainstorming, c'est le cerveau. Hein. C'est juste que... Et étant donné que, je vous ai dit, je suis professeur de yoga, donc j'ai gardé un peu les contacts avec des gens qui fonctionnent un petit peu différemment. Et j'ai dit, vous savez, en matière de politique agricole, on a quand même un vrai problème, parce que moi, les gens que je rencontre, et moi aussi d'ailleurs, je l'avoue, je suis cliente de Naturata, je ne fais pas de pub ce soir, mais voilà, je mange bio, j'essaye de manger sain, j'essaie de trouver des produits qui fonctionnent. Comment se fait-il qu'au niveau européen, on n'arrive pas à avoir une dimension dans la politique agricole et dans la politique environnementale qui prenne mieux en compte le climat? Je me suis fait tuer. Oui, puis c'est toujours pareil, avec tes idées originales, machin, etc. Pour moi, c'est un des problèmes de la Commission. C'est qu'en fait, on est devenu, je m'y mets, hein, une bande de bureaucrates et de fonctionnaires. Et c'est compliqué de trouver des idées nouvelles qui vraiment reflètent ce que les gens normaux veulent et souhaitent. Et il y a un espèce de gap. Et je disais, j'ai rencontré une dame dans l'autobus que je connais depuis très longtemps. Et je fais mon autocritique aussi. Hein. Les fonctionnaires européens et les politiques, on a réussi à devenir d'une arrogance rare par moment. Et quand je vois le style des lettres qu'on peut envoyer aux États membres, et j'ai été très touchée de voir dans la conférence de presse hier soir de Juncker et de May à quel point ils avaient réussi à être humains dans une situation compliquée. J'ai regardé cette conférence de presse conjointe hier soir et je me suis dit, voilà, ça c'est un bel exemple dans lequel on essaye d'aider dans une situation compliquée, et Dieu sait que c'est compliqué, mais en essayant de respecter au moins les convenances. Et ça, c'est un exercice que tant les politiques, que les commissaires, que les fonctionnaires de la Commission européenne, mais aussi du Parlement, hein, Astrid, je vais vous mettre dans le coup, et du Conseil, ont parfois du mal à mettre en place. Et je pense que si on ne réussit pas à mettre plus d'humanité dans cette Europe, bonjour Marc, si on ne réussit pas à mettre plus d'humanité dans cette Europe, on va vraiment se retrouver dans une situation compliquée. Et alors, je profite aussi de la présence de Pierre ce soir, que je remercie d'ailleurs. Voilà, maintenant que je suis dans ce conseil d'administration de la Banque centrale, là aussi, en matière de politique monétaire, il faut absolument qu'on réussisse au niveau européen à mettre en place un espace économique avec des règles claires, avec évidemment l'abandon de l'unanimité, même si c'est compliqué pour les Luxembourgeois, et avec surtout une hiérarchie des normes. Moi, je suis sidérée, depuis que je participe à ce brillant club, de voir qu'il y a des règles qu'on a inventées à Bruxelles, qu'on applique à Francfort, qu'on doit retranscrire au niveau national à Luxembourg. On ne sait pas exactement ce que fait la Banque centrale à Francfort, ce que fait la Banque centrale nationale, je parle de celle-ci, ce que fait après la CSSF, ce que font les autorités nationales. Il y a un moment dans ce monde-là où il va quand même falloir, même si cette confusion arrange beaucoup d'acteurs qui profitent évidemment des systèmes et des trous qui sont dans le système, il faudra absolument qu'on remette tout ça à plat et qu'on puisse en plus avoir des normes, alors là je suis un peu technique, des normes comptables et juridiques propres et qui ne soient pas toujours dictées par les grandes boîtes que sont, je ne les cite pas, elles sont toutes au Kirchberg, etc. Voilà. Un autre axe qui est vraiment important, et puis c'est de revenir à un socle social clair. Je pense qu'on ne peut pas continuer à avoir un système dans lequel, voilà, on voit bien moi j'ai fait des travaux à Bruxelles, les travailleurs qui sont venus faire les travaux en toute légalité, parce que c'était que des Polonais, sous les instructions d'un Belge. Je veux dire, on a mis en place un système dans lequel, bien sûr, ces gens ont du boulot, mais ils sont payés avec des salaires qui sont des salaires polonais. Et je pense qu'on ne pourra généraliser que les protections sociales les plus avancées. On ne peut pas s'aligner sur les plus petits et on revient à cette notion de compromis qui est vraiment importante. Bon, je ne vais pas rentrer sur la défense européenne parce que je pense que c'est pas le moment. Je vais dire juste encore un mot sur ma période EAC. Quand j'ai commencé à la DG EAC, et c'était un choix, j'avais le choix entre 3 ou 4 directions générales, les journaux à Bruxelles on dit, mais en fait, avec un CV comme ça, qu'est-ce qu'elle va faire dans cette direction générale de 3e catégorie? Je m'occupais d'éducation, de formation, de culture et de sport.
Voilà un état d'esprit qu'il faut changer. Parce que les gens demandaient à quoi correspond l'Europe. L'Europe, pour la plupart des adultes, c'est Erasmus. Leurs enfants ont fait Erasmus. Qui a des enfants qui ont fait Erasmus ou qui a fait Erasmus lui-même dans la salle? On va faire un petit test. Voilà. Je rajoute Xavier Bettel, qui était un de mes meilleurs conférenciers là-dedans. Voilà. Voilà des programmes qui sont des programmes humains dans lesquels les gens peuvent se retrouver. Et donc, j'ai été très fière pendant ces 2 années de pouvoir arriver à un résultat dans lequel on propose de doubler le projet d'Erasmus. Doubler, évidemment, c'est pas assez. Marc, si un jour tu te retrouves au Parlement européen, ce que je te souhaite, et on a un candidat dans la salle, j'en profite. Erasmus, c'est vraiment, c'est une mine en or. Et les politiques n'ont pas compris, mais il peut se mettre là. Les politiques n'ont pas compris à quel point, pour les jeunes, c'est important. Et dans les conférences que je faisais quand je faisais dans les universités, etc., je choquais beaucoup et les parents et les professeurs en disant Erasmus, ce n'est pas important pour ce que vous apprenez. C'est important parce que vous apprenez à aller boire une bière ou un thé le soir au bistrot avec les copains. Et c'est ça qui fera l'Europe. Pas les fonctionnaires à Bruxelles, pas les fonctionnaires à Luxembourg, pas les fonctionnaires quel que ça soit, où que ça soit. Qu'on mette en place des projets de ce type, le corps de solidarité européenne, qui permettent à nos jeunes de bouger. Il faut absolument qu'on permette à notre jeunesse de se déplacer, donc sans montrer son passeport quand il arrive quelque part. Je trouve très désagréable quand j'arrive à Nice d'être obligé de sortir mon passeport à l'aéroport. Et je pense qu'on n'a jamais arrêté un terroriste à un aéroport. Donc je me demande vraiment si c'est très utile, ce genre de choses. Mais je pense que vraiment, remettre l'humain au cœur des préoccupations des politiques, c'est vraiment ça la clé. Et là, je dois dire que la Commission a fait des progrès, mais ça dépend beaucoup des êtres humains. Et donc, il y a des élections au mois de mai. Votez pour les bonnes personnes, les bonnes partis. On a besoin de gens qui s'intéressent à nous. Et je me mets dans le coup parce que je suis un citoyen comme tout le monde. Donc, allez voter. Qui que vous ayez voté. Et maintenant, quand vous voulez, on peut passer aux questions. Merci. Merci beaucoup, Madame Reichertz, pour votre présentation si riche, si intense et si authentique. Votre Altesse Royale, Excellences, Mesdames et Messieurs, je vous encourage de profiter de l'occasion ce soir pour poser vos questions à Madame Reichertz, qui a une longue expérience européenne. N'hésitez pas. Qui veut se lancer? Qui veut poser la première question? Quand est-ce qu'on aura un Parlement européen qui aura les pleins droits parlementaires? C'est une excellente question. C'est toute la question, en fait, de la modification des traités actuels que vous posez là. Et il y a beaucoup d'idées dans ce que vous dites. Je pense que ça, c'en est une. Il y en a beaucoup d'autres. Je veux dire, il y a le fonctionnement de la Commission européenne, de pouvoir avoir un système, effectivement, qui soit plus un système qui fonctionne comme un gouvernement, avec des coalitions, avec des candidats qui pourraient être des candidats à travers toute l'Europe. Il y a beaucoup d'idées comme ça qui circulent. Et après, il y a la réalité. Alors, évidemment, les référendums sont très à la mode. Et moi, je dis régulièrement, si on avait demandé aux Français et aux Allemands s'ils étaient d'accord pour fabriquer le traité de Rome, je ne pense pas qu'on y serait arrivé. Donc, il y a un moment où il faut aussi que les politiques puissent prendre leurs responsabilités. À l'heure actuelle, on a bien vu lors des ratifications des derniers traités, à partir du moment où il faut une ratification dans June, je vais dire 28 États membres, pour ceux qui ne le sauraient pas, June est ressortissante du Royaume-Uni. Et de Luxembourg maintenant. Qui a la double nationalité. La double nationalité. Et je le sais en plus, et depuis pas très longtemps. Si vous voulez, s'il faut 28 ratifications, il n'y a aucune chance. Donc même là, pour les ratifications, il faut changer le système. Parce que sinon, un État membre peut prendre en otage tous les autres. Et on revient à ce que je vous disais sur le compromis de Luxembourg.
À partir du moment où, en fait, on n'a pas un cadre qui est un cadre clair et dans lequel on respecte les règles, quand on est dans le cadre, on a de la liberté. Si on veut en sortir, on sort. Mais on ne peut pas être marié et pas marié. Ça, c'est pas possible. Et ça, c'est ce qu'on a réussi à faire. Et je pense qu'on n'avait pas le choix en Europe jusqu'à présent. Mais je pense que maintenant, nous avons la maturité suffisante, peut-être pour changer le cadre. Mais à ce moment-là, il faut aller un pas plus loin et réfléchir aussi à ce qui se passe si l'un des États membres ou des parlements ne ratifie pas. Parce que sinon, on va recommencer. Et on va refaire des concessions, et puis des opt-out, et puis on sera à moitié dedans, et puis à moitié dehors. Et, je veux dire, et ça, c'est juste plus possible aujourd'hui. Et je pense que ça aussi, ça fatigue les gens. On est dedans ou on est dehors. Ça a l'air simple. Allez-y, vous en avez. Récemment, la Commission a rejeté la fusion Alstom-Siemens. Et si on connaît les politiciens, je pense que surtout les Allemands et surtout les Français, ils vont faire de sorte que ce truc sera réalisé. Mais, une autre question, et ça c'est aussi européen, au lieu de créer des grandes entreprises, il fallait créer un système qui rend possible qu'un train peut partir direct de Hambourg jusqu'à Madrid. Jusque maintenant, ce n'est pas possible. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai et c'est un vrai problème. Mais ça, la politique de concurrence, il y a toujours le problème du référentiel. Je vous ai donné l'exemple de la centrale nucléaire. Ça, c'est un problème d'État. Celui-ci, c'est quel est le marché relevant? Est-ce que c'est l'Europe ou est-ce que c'est le monde? Et bien évidemment, et là, je veux dire que derrière une position juridique, il y a aussi des positions autres. C'est évident. Maintenant, on verra ce qui se passera. On a un vrai problème de définition du marché. Et c'est intéressant parce qu'il y a 20 ans, j'étais assistant du directeur général de la DG Affaires industrielles. Et donc, on représentait le côté volet industriel. Et on avait des bagarres terribles avec la DG Concurrence, en particulier sur ce point-là. Et déjà, il y a 20 ans, c'est quel est le marché relevant? Est-ce que c'est la France, l'Allemagne, l'Italie, etc. ou est-ce que c'est le monde? Cette histoire du train, effectivement, je préfère ne pas me prononcer parce qu'alors là, je vais me retrouver dans... Je pense que j'ai besoin d'un petit droit de réserve. Mais autour d'un pot tout à l'heure, avec plaisir. C'est très chaud. C'est même chaud bouillant. Merci pour la question. D'autres questions? C'est simplement un détail, mais qui choisit les attributions de chaque commissaire et comment cela se fait-il? Merci. Alors, ça, c'est une vraie question. Alors, je peux vous raconter comment ça s'est passé à Zähningen, puisque c'est à Zähningen que ça s'est passé pour le président Santer. Et en fait, c'est un des privilèges du président. Et donc, c'est le président qui décide. Alors, ça, c'est comme ça que... Alors, ça se passe, en général, on ferme les portes, on fait un dîner, on les fait un peu boire, et puis on commence à se disputer. Et il y a parfois des trucs un peu absurdes qui, du coup, en découlent. Hein. Je vais vous donner un exemple de mon dernier job, qui est un exemple officiel, donc je peux le donner. Quand le commissaire, donc quand j'étais directrice générale de la DGEAC, mon commissaire, c'était Tibor Navracic, qui est d'ailleurs toujours encore responsable de la DGEAC, de l'éducation de la culture. Il se fait qu'il est hongrois, il vient du parti Fidesz, donc il a... Voilà, moi, humainement, j'ai très bien fonctionné avec lui, je tiens immédiatement à le dire. Voilà, mais il vient du parti duquel il vient, donc il avait quand même un certain nombre de petits problèmes et son hearing au Parlement a été vraiment compliqué. Mais il avait aussi été ministre responsable des médias en Hongrie. Et donc, résultat des courses, quand ils ont distribué les portefeuilles, ils lui ont donné la direction éducation-culture dans laquelle il y avait, avant qu'il n'arrive, le programme Média, qui est le programme de support en fait pour les films, etc. Et donc, ce dossier-là, ils l'ont retiré, donc d'abord à la DGEAC, ce qui fait que je n'ai pas pu aller au Festival de Cannes avec une robe longue et tout. Très dommage. Très dommage. Et, voilà. Et ils sont allés mettre ça dans une direction générale qui est la DG Connect, qui s'occupe d'informatique, qui n'avait pas grand-chose à faire avec ça. Voilà. Donc,
il y a les règles et puis après il y a la politique réelle, quoi. Je veux dire, il faut, quand on redistribue les portefeuilles, je peux vous en donner une autre histoire. Emma Bonino a été nommée au dernier moment. Elle a été là, il y avait la réunion des commissaires pour décider des portefeuilles et les Italiens, je sais plus pourquoi, enfin bon, ils ont nommé le commissaire au dernier moment. Non, c'était après. C'était pas cette histoire-là. Ça en était une autre. Résultat des courses, la brave Emma Bonino, elle a récupéré la pêche parce que personne n'avait la pêche. Et que dans le paquet, voilà, on fait des espèces de paquets cadeaux. Voilà. Donc, il y a après, bien sûr, aussi des pressions. Je suis pas naïve. Donc, il y a les CV. Donc, il y a voilà. Moi, j'ai récupéré, quand Madame Reding est partie, j'ai récupéré le portefeuille justice. C'était très sympa. C'était très sympa et c'était un portefeuille important qu'elle avait parce qu'elle était vice-présidente et qu'elle avait montré ce qu'elle savait faire. Donc, c'est pas que la taille du pays. Il y a la taille du pays qui est importante, mais il y a aussi le CV, les compétences. Voilà. Et la réalité, elle est que les commissaires, c'est comme les hommes et les femmes politiques dans les pays, dans les différents États membres. Hein. Ils sont plus ou moins bons. Et moi, je lance un appel ici à nos jeunes, parce qu'on a besoin de jeunes bons en politique. Parce qu'une chose est de taper en permanence sur Bruxelles les commissaires et les politiques, mais une autre chose est de mouiller la chemise et d'aller faire mieux. Et je pense que vous en serez tout à fait capable. J'ai aucun doute là-dessus, mais c'est vraiment important qu'une nouvelle génération prenne le relais. Et je dirais rien contre les vieux, Astrid, c'est promis, parce que toi, tu es jeune. Oui, le Parlement européen s'est acquis une position de force lors de la désignation de la commission Juncker avec la procédure des Spitzenkandidaten. Comment est-ce que vous voyez cette bataille qui va se dérouler au cours des mois prochains? Est-ce que le Parlement, une fois de plus, va s'imposer? Si j'avais une boule de cristal, je vous le dirais. Pour l'instant, il y a beaucoup de résistance sur l'idée du Spitzenkandidat. Donc, à l'intérieur même des rangs du PPE, qui en ont un d'ailleurs. Donc, Juncker et son chef de cabinet ont fait une chose qui était extraordinaire dans cette campagne, c'est qu'ils se sont alliés les médias. Donc, en fait, c'est on pourrait dire dans une analyse que le Parlement a vraiment beaucoup appuyé. Mais en fait, Madame Merkel a changé d'avis parce qu'au départ, elle n'était pas d'accord suite à un article, c'était la Süddeutsche, Astrid, où c'était... Enfin, il y avait eu une attaque, il y a eu des attaques massives de la presse allemande contre Merkel parce qu'elle ne soutenait pas le candidat du PPE. Cette fois-ci, pour l'instant, on ne sait toujours pas où va la République en marche. Les votes risquent d'être... Quand on voit les sondages, je veux dire, les extrêmes sont en train de gagner en puissance. Est-ce que les libéraux, les Verts, les socialistes et le PPE vont réussir à avoir une majorité comme ils l'ont jusqu'à présent? On va voir ce qui va se passer parce que ça, pour l'instant, j'en sais rien. L'idée du Spitzenkandidat, elle est toujours à double tranchant aussi, parce que je veux dire, faire une campagne électorale avec 500 millions de personnes, ils sont morts après, parce que je ne sais pas qui a déjà fait une campagne électorale dans cette salle. Moi, oui, mais je l'ai faite au niveau national. L'affaire au niveau européen, c'est un marathon. Il faut physiquement, il faut tenir. Timmermans, c'est une bête. Il est à Madrid, là, je ne sais pas où il est à Bruxelles. Je veux dire, là aussi, je pense qu'il va falloir revoir le mode de désignation de nos représentants, parce que quelque part, à 500 millions, on ne peut pas fonctionner comme on fonctionnait quand on était 100 millions. Donc, il y a un système de représentativité. Je ne dis pas de démocratie, parce que les gens sont élus de façon démocratique. Ça, il faut arrêter de le dire. Enfin, à mon avis, c'est faux. Par contre, est-ce que vraiment, quand on est allemand, on se sent représenté par un député sur je ne sais pas combien d'électeurs? Il y a quelque chose qui ne va plus à ce niveau-là. Donc, il faut vraiment réfléchir avec l'aide des moyens informatiques, parce que je pense qu'il y a des outils là-dessus, à des systèmes qui sont des systèmes différents. Peut-être une question de ma part. En tant qu'ancienne porte-parole de la Commission européenne, pouvez-vous nous expliquer comment combattre les fake news? Oh my God.
Alors, je vais recommencer par sortir une citation de Gandhi que j'adore. Be the change you want to see in the world. Je pense que le premier principe, c'est d'être cohérent soi-même. Et comme c'est un travail sur lequel je m'exerce depuis un certain nombre d'années, de par mes activités yoga, pas de mes activités Commission européenne, je vous rassure tout de suite, c'est pas simple d'être cohérent avec soi-même. Et pour moi, le management, c'est pareil. C'est dire ce que je fais et faire ce que je dis. Et quand on a des enfants, on le sait tous, les gosses, ils voient très bien ce qu'on fait. Et donc, si on ne fait pas ce qu'on dit, c'est très compliqué. Et je pense qu'on vit dans un monde dans lequel cette cohérence, elle est de moins en moins évidente. Dans mon expérience, à partir du moment où je suis vraiment cohérente et que je dis vraiment ce que je pense, je ne sais pas vous, mais moi, je le sens. Quelqu'un qui n'est pas honnête, au bout d'un moment, ça se voit. Et donc, ces histoires de fake news, alors évidemment, est-ce que le vert, il est bleu ou est-ce qu'il est rouge? Ça, c'est relativement facile. Pour moi, ce qui est plus embêtant dans ce monde de porte-parole par rapport à l'époque où moi j'y étais, et c'est le Moyen-Âge en termes de communication, c'est il y a 20 ans. Mais nous, on avait un communiqué de presse, on le léchait, on pouvait le regarder, le surregarder, etc. Aujourd'hui, moi, le seul événement un peu hors norme qui m'est arrivé quand j'étais porte-parole, c'était au mois de juillet ou au mois d'août, je ne sais plus, la mort de Lady Di. Enfin, j'étais à Juan-les-Pins, sur la plage. Voilà. Et donc, j'ai bricolé un communiqué de presse. Il n'y avait personne, donc j'ai demandé d'avis à personne, et il est sorti comme ça. Voilà. Dans le monde de la commission, il y a 50 personnes qui vérifient un truc comme ça. Et donc, on est toujours en retard sur les événements. Aujourd'hui, avec le monde de Twitter, de LinkedIn, etc., il faut fonctionner autrement. Il faut fonctionner dans un système dans lequel tu as des professionnels à qui tu peux faire confiance. Mais ça, c'est super compliqué dans un monde qui est encore plus compliqué et dans lequel, parfois, on annonce la mort de quelqu'un et puis il n'est pas mort. Donc, tu sors les condoléances et puis deux heures après, tu es obligé de les retirer. C'est embêtant quand même. Voilà. Donc, et dans des dossiers qui sont des dossiers éminemment techniques, on a parlé tout à l'heure d'Alstom et de Siemens. Voilà, c'est super compliqué. Comment expliquer de façon simple des dossiers qui sont aussi techniques et où en fait la norme juridique, elle n'est pas tout à fait claire. Donc, je ferai la différence entre ce qui est fake news et moi, franchement, les fake news, ils vont nous fabriquer des trucs. Mais est-ce que vraiment on est obligé de croire qu'on reprend toujours l'histoire de Madame Clinton et des Russes qui ont bidouillé des trucs? Moi, je pense qu'ils ont franchement autre chose à faire. Simplement, si chacun d'entre nous, on pouvait être cohérent de nouveau, nous par rapport à nous-mêmes et par rapport aux gens avec lesquels on travaille, ça nous ferait des vacances à tous. Et ça, pas seulement en termes politiques et de journalistique, mais dans notre fonctionnement quotidien. Revenir à des principes simples. Marc, tu avais une question? Je voulais juste revenir aux fake news. Je trouve que l'Union européenne a quand même réagi un peu tard, mais elle a quand même bien réagi. Il y a le plan d'action contre le Disinformation Action Plan, et maintenant, jusqu'au mois de mars, tous les pays doivent établir un Rapid Alert System. Pardonnez-moi si je ne connais pas les termes en français. Et je crois que c'est une bonne chose, mais on a réagi trop tard. Et dans le prochain budget européen, on doit se donner plus de moyens pour quand même contrecarrer cela. Je voulais d'abord m'excuser d'être en retard parce qu'il y avait un vote à la Chambre. Donc, je voulais revenir aussi à la question de la concurrence. Il y a 3 semaines, Madame Delvaux a donné un exposé ici et elle a parlé sur son rapport sur la robotisation et on a parlé sur la digitalisation du monde. Et elle a dit qu'un des grands problèmes en Europe, c'est qu'on n'a pas un grand Internet giant comme il y a aux États-Unis et que c'est un problème aussi à cause de cette politique de concurrence. Donc, tu as très bien dit, il faut voir les marchés, il faut voir le secteur. C'est quand même une question avec laquelle on doit aussi réfléchir dans les prochaines années. Ma question, chaque fois que les chefs d'État et les chefs de gouvernement se rencontrent, on revient d'un sommet et l'Europe doit faire plus. Ce que je trouve très bien parce qu'il y a trop de défis qu'on ne peut pas résoudre nous-mêmes. Mais quand il s'agit de payer, il n'y a personne qui veut ouvrir sa poche. Alors 1% du PIB, c'est ridicule. Je suis très content que le gouvernement luxembourgeois, dans sa déclaration gouvernementale, a dit qu'il va lutter au sein de l'Union européenne pour avoir plus de budget, pour augmenter le budget et pour aussi augmenter les ressources propres, parce que les ressources propres, il faut en parler aussi. Donc je voulais savoir ton avis sur les ressources propres, sur par exemple une taxe sur le CO2, mais je trouve qu'il faudrait des ressources propres où ce n'est pas les citoyens qui doivent payer
mais les grandes entreprises, les multinationales qui souvent ne payent pas d'impôts. Donc je voulais un peu savoir comment tu expliques ce phénomène. Bon, on va boire un coup dans 2 heures. Non. Bon, moi voilà, sur les fake news, j'ai vu ce plan d'action. Je te dirai aussi autour du pot ce que j'en pense. C'est bien sûr, c'est bien, mais je veux dire que c'est super compliqué et faire des plans, c'est intéressant. Pour moi, tout ça commence par l'éducation. Je pense que les gamins, à l'école, il faut leur apprendre à discriminer et apprendre à penser. Voilà. Et après, on est tous des grands garçons et des grandes filles. Et en général, alors je ne te parle pas de trucs très techniques parce que ça c'est... Mais revenir à des choses de bon sens et juste apprendre à nos enfants à ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on leur raconte. Voilà. Ça, c'est le point numéro 1. Alors, sur le point du budget et sur la fiscalité, il y a des choses qui sont très simples à mettre en place. Les Américains ont un système simple. Tu payes tes impôts là où tu es implanté. Tu es résident américain, tu fais ta déclaration d'impôt et tu payes des impôts là. Après, il y a des accords. C'est pas très compliqué à mettre en place. Le problème, c'est que personne n'en veut et les Luxembourgeois non plus, pour des bonnes raisons et des mauvaises raisons. Donc après, qu'est-ce qu'on met en place? Sur le budget, je vais te donner un chiffre que je donnais régulièrement. Erasmus, c'est 3 milliards. OK, 3 milliards par an pour un programme qui plaît à tout le monde. L'agriculture, c'est 60. Donc, je ne sais plus à combien d'agriculteurs on est, à 4 à 5%, enfin un truc comme ça. Voilà. Et notre jeunesse. Il y a un changement là. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas aider les agriculteurs. J'ai dit moi-même que j'étais une grande adepte de l'agriculture bio. Les Luxembourgeois, d'ailleurs, dans les accords de gouvernement, le prévoient dans une perspective 2020-2030. Donc, il y a une grande évolution dans ce domaine, en tout cas dans le petit pays dans lequel on habite. Donc, ça, j'en suis très contente. Au niveau européen, on peut encore en discuter. Donc, je pense qu'il y a vraiment là, traditionnellement, on vient d'un monde qui est l'après-guerre, dans lequel on n'avait rien à manger. Et donc, l'agriculture était une priorité numéro 1. Je ne sais pas si quelqu'un est déjà mort de faim ici, mais enfin mort non, sinon il ne serait pas là. Mais voilà, je veux dire, c'est aujourd'hui, il y a d'autres priorités. Il y a la qualité, il y a tout ça, oui. Mais est-ce que là, il n'y a pas des choses qu'il faut remettre en place? Parce que tu donnais l'exemple de la digitalisation, l'intelligence artificielle en est un autre. Est-ce qu'on veut se donner les moyens? J'étais à une conférence l'autre jour sur l'intelligence artificielle, il y avait les spécialistes de Google qui étaient là. C'était impressionnant. Et on n'imagine même pas ce qui est possible d'être fait. Et donc, est-ce qu'on est prêt à aider des jeunes? Parce que, désolé de parler toujours aux jeunes, mais ceux qui sont pas native informaticiens, c'est un peu plus compliqué quand même de réussir à comprendre tout ça. Est-ce qu'on est prêt à changer les grandes orientations? Mais pour ça, et tu n'étais pas là quand je l'ai dit, mais je vais le répéter, il faut qu'on remette en place un système dans les conseils européens dans lesquels on arrête de faire des compromis sur tout. Parce qu'à force de faire du compromis sur du compromis sur du compromis, on arrive à un truc qui est toujours le plus petit dénominateur commun et dans lequel, par définition, on manque d'ambition. Et donc, ou je participe pas. Et je reprends toujours l'image du couple, où je suis mariée, ou paxée, ou autre chose, ou je ne le suis pas. Mais je ne peux pas être l'un et l'autre. Enfin, il y a des gens qui sont capables de faire des grands écarts en permanence, mais ça ne marche jamais très longtemps. Donc, je pense qu'à un moment ou un autre, il faut aussi un peu de courage et qu'on dise, voilà, qu'est-ce qu'on est prêt à faire? Et effectivement, 1%, c'est juste ridicule. Des ressources propres, il en faut, mais on sait aujourd'hui que les grandes multinationales, il n'y a pas que le Luxembourg qui a un paradis fiscal. Je veux dire, on est tous les paradis fiscaux les uns des autres et ces grandes boîtes en profitent un maximum. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. Le principe de la fiscalité et de la taxation, et ça ne serait pas très compliqué à faire au niveau européen, tous les GAFA et autres grandes boîtes de ce type. Ce n'est pas compliqué. Il suffit de changer la règle de la territorialité fiscale. C'est une décision à prendre. Vous voulez travailler en Europe, vous payez des impôts en Europe et vous payez l'impôt de société là où vous êtes. Point. Ce n'est pas très compliqué. Ça, tout le monde a compris. Voilà. Le problème, c'est que personne n'en veut. Pour des raisons, évidemment, compréhensibles, parce que tous ces gens-là payent évidemment moins d'impôts que nous, bizarrement. Alors qu'en fait, ils gagnent en général un peu plus de sous que nous. Voilà. En même temps, ils créent des jobs. Donc, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain non plus. Voilà.
Mais on voit bien que la grande politique, en fait, où ils sont tous allés fabriquer des choses pour pas très cher, très très loin, beaucoup de boîtes reviennent because la qualité des produits. Donc, je veux dire, il y a des cycles comme ça aussi. Je veux dire, donc, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais il faut un vrai budget européen parce qu'il faut aussi une vraie défense européenne, parce que sinon ça marchera pas. Et après, il faut essayer de trouver des systèmes de mode de vie ensemble. Et je le répète parce que ça me tient vraiment à cœur, en commençant à l'école et en commençant au jardin d'enfants. C'est là qu'on apprend le vivre ensemble. Voilà, une question. Oui, merci Martine pour ton excellent exposé. Moi, je tire de mon expérience professionnelle sur 39 ans que le principal problème de l'Union européenne, c'est ni la Commission ni le Parlement, c'est le Conseil. Et j'ai vu le Conseil de l'Intérieur comment il ne fonctionne pas. Et c'est effectivement l'unanimité qui est le principal problème et directement lié à elle-même la recherche du compromis à tout prix, qui fait d'ailleurs augmenter la note qui devient de plus en plus salée. Et un deuxième aspect qui m'a toujours gêné dans la Constitution européenne, et tu l'as cité d'ailleurs toi-même, moi je ne vais pas dire que c'est l'arrogance de la fonction publique européenne, c'est peut-être un peu exagéré, mais je l'ai vécu aussi, je l'ai vécu dans les négociations. Je l'ai vécu du côté des institutions, l'arrogance surtout vis-à-vis des pays plus petits. Mais je me suis toujours demandé que le fait que des gens passent toute leur vie dans une institution, donc dans une fonction publique européenne, comme d'ailleurs dans la nationale, hein, fait que lentement ils s'éloignent de la réalité du terrain pour lequel ils sont censés travailler, et ce qui explique un peu l'écart entre ce qui se pense et se fait à Bruxelles et ce qui se vit dans la rue. En Europe. Je me suis toujours demandé si on ne pouvait pas essayer d'un peu de rectifier ceci à travers un plus grand échange de fonctionnaires et aussi d'autres gens qui ne viennent pas du fonctionnariat au cours de toute une carrière administrative. Ce n'est pas que les gens restent 10, 20, 15 ans, mais qu'à partir d'un certain moment, ils doivent quitter un principe de rotation, comme ça se fait en Angleterre, dans les milieux universitaires d'ailleurs. Ils doivent partir de même à la fonction nationale et qu'il y ait davantage d'échanges d'idées, de mentalités surtout. Merci. Okay. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée. J'ai même une proposition à faire tout de suite. Hein. On fait un Erasmus de 7 à 77. Parce qu'il y a d'autres idées. Hein. Je veux dire que maintenant que je fréquente un peu plus le milieu des retraités, et pour cause, le nombre de gens qui sont encore vraiment en forme, qui seraient prêts à faire des choses, qui seraient prêts à... bon, après, on peut imaginer plein de trucs. Hein. On pourrait imaginer des programmes d'échange qui sont beaucoup plus vastes, y compris, mais pas seulement pour les fonctionnaires. Enfin, on pourrait le faire de façon beaucoup plus large. Mais ça implique aussi de régler un certain nombre de problèmes de base, parce que le salaire du fonctionnaire luxembourgeois et le salaire du fonctionnaire hongrois, ce n'est pas tout à fait les mêmes. Et donc, ça veut aussi dire qu'il faut mettre en place un système dans lequel on peut organiser des... Alors, je ne vais pas dire chambre de compensation, mais ça va encore être une usine à gaz, et ça, on est bon dans les usines à gaz au niveau européen. Mais un système dans lequel tu gardes ton salaire et tu es... Enfin bon, après, il faut voir ce qu'on peut mettre en place. Mais ça, c'est un vrai débat. Et c'est Glucksmann, dans son dernier livre, qui explique que même les politiques devraient être tirés au sort. Parce qu'il explique que le fait que les politiques restent des politiques pendant toute une vie font que eux aussi, et à Luxembourg, on est gâtés parce que cette proximité, elle existe. Mais quand je vois ce qui se passe ailleurs, un peu plus qu'ailleurs en tout cas, voilà. Quand on est politicien pendant 30 ans avec la voiture de service, le salon VIP, etc. Moi, j'ai été commissaire pendant 4 mois. C'est fou comment on s'habitue vite. Hein. C'est fou comment on s'habitue vite. Hein. Alors ça, le salon VIP, la voiture, le chauffeur, le truc, je me disais, mamma mia. Quand après on se retrouve à faire la queue à l'aéroport, on se dit, merde alors, hein, c'est quand même pas génial hein, ce truc-là. Voilà. Mais si tu fais ça pendant 30 ans, bah tu sais même plus qu'il y en a qui font la queue hein, avec leur truc. Donc ça va beaucoup plus, cette discussion va beaucoup plus loin et Glucksmann propose le tirage au sort pour les politiques. Bonsoir. Est-ce que les allers-retours entre Bruxelles et Strasbourg mensuellement, est-ce que ça continue par habitude, parce que c'est plus efficace, parce qu'on n'ose pas dire aux Français que on va bouger? Ça, c'est un débat. C'est une excellence. Oui, la présidente du CDU, elle a fait une intervention hier en disant qu'il fallait fermer Strasbourg. Le problème, c'est qu'elle ne connaît pas les traités. Parce qu'en fait, il y a des accords de siège.
Ces accords de siège sont des accords qui ont été pris au niveau des États membres. Et donc, il y a celui de 63, enfin, il y en a, et ça a été répété, modifié par la suite. Une des décisions, et pour avoir assisté moi-même à certaines réunions sanglantes au niveau des chefs d'État et de gouvernement, parce qu'ils adorent ces dossiers-là, ces décisions-là sont prises à l'unanimité. Et donc, comme c'est des décisions prises à l'unanimité, le siège du Parlement européen, il a été décidé comme ça, comme la Cour de justice est à Luxembourg, comme on a à Grange, l'agence vétérinaire. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on a l'agence vétérinaire à Grange? Je vous raconterai ça autour du verre à côté. Parce que quand moi je suis allée visiter Grange avec le président Santer, c'est en Irlande. C'est en Irlande. Donc on arrive à Grange. Alors c'est quoi? C'est 1h30, 2 heures de route de Dublin? Je sais plus. Enfin, quelque chose comme ça. Et on arrive avec Jacques Santer. Et puis Jacques me dit, mais Hayasmolke Bistro. C'était de la terre à vache, mais il n'y avait que ça. Il n'y avait rien. Voilà. Alors, vous imaginez, derrière, on a fait une agence, il a fallu organiser une école, on va des machins comme ça. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, ça, c'est le genre de décision qui agace les citoyens européens parce qu'on ne comprend pas les valises, les malles, etc. Bon, ceci étant dit, Strasbourg est une ville très agréable. Mais c'est pas d'une efficacité rare et ce genre de choses devrait être revu avec des compensations évidemment pour les uns et pour les autres. Mais plus on grandit, plus c'est compliqué. Voilà. Moi, j'étais membre de European Institute for Technologies à Budapest. J'allais une fois par mois à Budapest parce que dans la série, on distribue les différentes agences et puis les différentes institutions. Bah, chacun veut la sienne et c'est normal. Donc, ça va beaucoup plus loin que ce que vous dites là. Mais c'est la règle de l'unanimité qui amène ça. Et ce sont des décisions qui sont prises par les chefs d'État et de gouvernement à l'unanimité. Donc, tant que ça sera pris à l'unanimité, eh ben, on fera un petit chantage. Parce que moi, je te donne ça et toi, tu me donnes ça. Tu me tiens, je te tiens par la barbichette. Ça s'appelle en français. Hein? Voilà, il y a une question ici à droite, monsieur Elpi. J'ai une question plutôt technique. Vous nous avez dit, bien sûr, qu'il y a un commissaire par État membre. Les traités prévoient en principe la réduction du nombre des commissaires. Est-ce que vous partagez cette vue ou vous pensez que le nombre de commissaires est adéquat? Merci. Alors là, vous savez, si vous voulez diminuer ça, ça va être compliqué. Hein. Quand on a décidé d'augmenter le nombre de juges à la Cour de justice, on a fait pareil. On a multiplié par 2 parce qu'on voulait pas faire des choses, on voulait pas fâcher les uns et pas fâcher les autres. Donc, c'est un dossier qui est éminemment compliqué. C'est très compliqué de gérer une commission avec 28 commissaires. On a tout essayé. Il y a les clusters, il y a les trucs, il y a les machins, etc. Ça fait beaucoup de monde. Un gouvernement avec 28 ministres, parce que c'est ça, ça fait beaucoup. Ceci étant dit, allez expliquer aux différentes capitales qu'on va leur prendre le leur. Parce que c'est toujours facile. Hein, on va supprimer, allez, le grec et le je sais pas quoi. Mais allez expliquer à Xavier Bettel ou à quelqu'un qu'il n'aura pas un commissaire luxembourgeois ou à Macron qu'il n'aura pas un commissaire français, ou etc. C'est super délicat. Et franchement, moi, dans mon expérience, ils sont trop nombreux, à mon avis. Ça, c'est sûr. Mais le facteur de la nationalité, quand c'est bien joué, peut être un atout. Parce que dans certaines discussions, le simple fait que le commissaire puisse expliquer la position nationale, parce qu'il est évident que l'allemand, l'italien connaît mieux la position nationale que l'autre. Ça, c'est humain et c'est OK. Voilà. Astrid, elle a été très, très active dans le domaine des producteurs de vin. Voilà. Et des abeilles. Enfin, plein de trucs, de toute façon, je veux dire, voilà. Mais c'est des sujets qu'elle connaît bien. Donc, du coup, elle fait un excellent ambassadeur de ce même dossier. Donc ça, c'est pas un problème. Maintenant, diminuer les nombres, parce qu'il n'y a pas que la commission. Vous avez la Cour de justice, vous avez la Cour des comptes. Enfin, you name them. Il y en a un peu partout. Voilà. Est-ce que one, c'est une bonne idée? Oui ou non? C'est très, très compliqué, parce que si vous prenez les calculs, les Luxembourgeois ont 6 députés européens. Est-ce que c'est vraiment proportionnel? Je vous laisse faire les calculs, chacun à votre hauteur. Hein, voilà. Mais en même temps, diminuer les nombres, ça fait plus de représentativité du tout. Donc, c'est pas des problèmes mathématiques. Et je pense que le problème, il est pas là.
Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est quelles sont ses compétences, quels sont ses rôles et comment on prend des décisions. Et après, qu'on en ait un en plus ou pas, c'est pas très grave. Ou alors, on coupe carrément. Mais ça, c'est un autre mode de fonctionnement après. Donc ça c'est à voir. Mais on a toujours encore la question à régler, qui est la vieille question de Kissinger. Si je veux parler à quelqu'un en Europe, je téléphone à qui, hein? Ce problème-là, il n'est toujours pas réglé, hein. On a un président de l'Union, on a un président de la Commission européenne, je veux dire, c'est compliqué. À qui est-ce que je téléphone? Moi, je téléphone à Astrid. Voilà, vous avez des questions encore? Alors, je donne la parole à... Oui, parce qu'elle m'a tellement provoqué. Alors, moi j'aurais pas osé. Je dois quand même dire quelque chose. Je voudrais d'abord te féliciter, c'était excellent. Et je crois que beaucoup de gens ne savent pas comment ça se passe. Ça se passe très, très difficilement. Et moi, je le sais, tu viens de dire que je suis beaucoup occupée du vin et des abeilles. Et alors, je peux te dire que les plus grands succès, je les ai remportés quand j'ai réussi à ce que la commission ne fasse pas de propositions qui ne me convenaient pas. J'ai appelé ça ma recette pour arriver, je l'ai dit, je le tue dans l'œuf. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de proposition qui ne me plaît pas, que je ne veux pas, alors je suis beaucoup plus tranquille que lorsque je dois combattre une proposition qui est déjà sortie du collège des commissaires. Moi, j'avais de grandes histoires avec Bolkestein, par exemple. Toi, tu as dit que tu as travaillé en ce qui concerne les impôts indirects. Bolkestein voulait absolument supprimer le taux zéro d'accise pour le vin. Et ça aurait été alors que terrible c'est un produit de première nécessité quand même. Non, ouais. Pour la petite histoire, on avait eu ce débat au collège et Ripa Meana, commissaire italien bien connu, et surtout sa femme, avait défendu à la table des commissaires, aujourd'hui je peux le dire, c'est prescrit, voilà, qu'en fait le vin était un aliment. Ah oui. Astrid est d'accord. Oui, je vais te dire. Donc, on a réussi parce que, je ne sais pas, les pays du Nord veulent toujours augmenter les accises parce qu'ils croient que c'est la meilleure façon de combattre l'alcoolisme. C'est pas exact. Ce serait mieux que la caisse de maladie en Finlande paye à chacun 2 verres de vin. Ils auraient moins de dépenses de santé parce qu'ils en ont à cause de l'alcoolisme, qui est un alcoolisme très spécial. Nous, on boit un verre de vin en mangeant, même 2, peut-être parfois 3, ça dépend de la compagnie, mais eux, ils se saoulent à mort ou dans le coma les week-ends. C'est une autre culture. Donc, j'ai combattu cela. J'ai combattu une autre chose où j'ai réussi. Parce qu'à un certain moment, la commission voulait faire une proposition et il y avait quelqu'un qui venait à mon intergroupe 20 pour nous dire que maintenant, sur les étiquettes de vin, il faudrait mettre les allégations nutritionnelles. Moi, j'ai dit, mais vous êtes complètement cinglé. On ne veut pas de ça. Et alors, on a réussi de sortir de la proposition de la commission les allégations nutritionnelles. On a aussi réussi au Parlement parce qu'il y avait des gens qui voulaient les remettre par amendement, mais on a eu seulement une période de 5 ans. Maintenant, ils recommencent. Mais vraiment, ce sont des choses impossibles qui ruinent les petits viticulteurs s'ils doivent changer ou mettre tout ça sur les étiquettes. Alors, il faudrait bientôt faire comme les Allemands, d'ailleurs, un Beipackzettel, comme pour les médicaments. Il y aura plus de place sur les étiquettes. Donc, moi, je dois dire, on peut aussi réussir. Moi, je suis pour le droit de proposition de la Commission.
Moi, je ne suis pas pour le droit de proposition du Parlement européen, même quand j'étais 34 au Parlement européen. Mais moi, je crois que le Parlement européen étant composé comme il est, si on avait un droit de proposition, un droit d'initiative pour des propositions législatives européennes au Parlement européen, on devrait doubler le budget parce qu'il y aurait des propositions impossibles, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers, et ça coûterait beaucoup de choses. Donc, je voudrais encore, si vous permettez, dire une chose. Moi, je crois qu'il faudrait quand même se rendre compte que la Commission fonctionne très bien. Les gens ne le savent pas. La Commission fait un excellent travail. Et je ne lis que dans les journaux que ça ne fonctionne pas. Si la Commission ne faisait pas le travail qu'elle fait, on n'aurait pas le marché unique, on n'aurait pas la libre circulation des personnes, des marchandises, des capitaux et des services. Et les gens, s'ils n'avaient plus ces quatre libertés, ils se rendraient compte qu'elle serait une qualité de vie beaucoup moindre. Donc, je crois que pendant la campagne électorale, il faut défendre la Commission, il faut défendre l'Europe, il faut dire ce que l'Europe nous apporte et il ne faut pas critiquer. Et les gens qui critiquent ne savent en général pas comment cela se passe. Je m'excuse. Merci, Madame Lulling. Astrid, présidente. Peut-être pour enchaîner sur ce que Madame Lulling a dit, on reproche souvent une mauvaise communication aux institutions européennes. Comment voyez-vous l'évolution de la communication aux citoyens les dernières années ou les derniers 20-25 ans? Alors ça, c'est la tarte à la crème. Voilà, et les propositions positives, absolument. C'est la tarte à la crème parce que c'est le sujet sur lequel tout le monde croit savoir et en fait, c'est super compliqué. Dans une vie antérieure, j'étais donc directrice générale de l'Office des publications et on avait fait venir, comment il s'appelait, le gourou, je me retourne vers mon ancien assistant, le gourou de l'Internet. Tu n'étais pas là encore à ce moment-là. C'est un Anglais, quelqu'un se souvient du nom de ce gars? Bon, peu importe. Donc, un gourou Internet. Et il nous a dit, mais vous vous rendez compte, vous... Alors, c'est un type qui a l'habitude d'interroger des gens. Il dit, mais en fait, vous avez un problème dans votre communication parce que vous ne nommez pas les choses. Donc, quand vous avez la crise de la vache folle, tout le monde appelle ça la crise de la vache folle, mais ça ne s'appelle pas la crise de la vache folle ni dans les textes, ni ailleurs. Ça s'appelle la BSE et des machins comme ça. Donc, ça a des noms. Hein? Voilà, Jerry McGovern. Vous avez des noms, la peste porcine, elle ne peut pas s'appeler la peste porcine parce que sinon on a des problèmes avec les représentants de certaines religions et des trucs et des machins, donc ça s'appelle je ne sais pas comment. Et donc, quand on a des choses simples comme ça, le problème, la communication, elle est faite par des juristes. À la commission, et merci Astrid pour ce que tu as dit, les techniciens sont des gens qui utilisent des termes techniques. La réalité des choses, elle est qu'aujourd'hui, si je ne suis pas pharmacienne, les sulfites dans le vin, ça c'est l'autre exemple. Moi, je ne sais pas si c'est bon, si c'est mauvais. Est-ce que je peux, est-ce que j'en peux pas? Alors, je vous passe tous les dossiers qu'on a eus sur les pesticides et autres problèmes de ce genre. Les gens qui sont capables d'expliquer de façon simple des problèmes complexes sont très rares. Très rares. Et on a le problème à Luxembourg, on a le problème au niveau de l'Europe et on a le problème au niveau des politiques. Ils utilisent un vocabulaire incompréhensible. Je vais vous raconter une histoire pour pas répondre à votre question de façon claire. Quand j'étais à OIL, je m'occupais donc des cuisines. Et donc, je m'occupais aussi des serveurs et des gens qui faisaient à manger, etc. Et on fait faire par une de ces grandes boîtes un rapport d'audit sur comment améliorer la rentabilité, etc. Et donc, arrive le gars, parce qu'ils sont pas moins arrogants que nous, hein, ceux-là non plus. Le gars, il arrive avec son costume cravate. Et puis, il veut faire la présentation. Je dis, vous savez, ça, c'est des gens qui travaillent dans la restauration. Ils ne sont pas tous francophones. Utilisez un vocabulaire qui est un vocabulaire compréhensible par des gens qui n'ont pas tous même le niveau bac. Donc, ça n'a pas duré, mais 3 phrases. Hein. Il nous a sorti, à nonobstant, un truc, enfin, le genre de phrase que personne ne comprend quand il n'a pas fait Polytechnique. Je l'ai arrêté instantanément et je lui ai dit, dites-moi ça de façon claire. Voilà.
Et j'ai quelques témoins ici dans la pièce. J'ai été parfois très méchante avec les consultants et je leur disais, bon, concrètement, vous me dites quoi là? Je vous recommande cette phrase. Concrètement, ça veut dire quoi? En général, ils sont là, ils vous regardent, puis ils repartent sur un truc qui fait 4 paragraphes et demi, voilà. Et ben la communication, ça c'est comme les fake news, c'est pas compliqué, mais ça demande un talent, et ce talent, on peut le développer, mais quand tu l'as pas, tu l'as pas. Et les gens compliqués, ils sont compliqués, et ils se simplifient pas. Très bien pour écrire des textes, très mauvais pour expliquer des choses. Merci beaucoup. Ici à droite, il y a une question. Non, pas du tout. La preuve. On va reposer la question, on va la reposer peut-être différemment, mais ça serait intéressant d'y répondre parce que c'est quand même un problème. Toute personne qui s'intéresse à la commission et qui va à des conférences comme on l'est ici se rend compte qu'on a une chance incroyable de la voir, qu'elle nous permet d'avancer, de simplifier notre vie à tous les niveaux. Alors comment expliquez-vous parce que c'est un problème, ça va être un problème pour les prochaines élections, ça ne va pas rater. Si la perception des gens n'est pas la réalité des choses, comment allez-vous résoudre ce problème? Il faut le résoudre. Vous pouvez me raconter que vous faites des progrès énormes à la Commission européenne. Si vous n'êtes pas bon à communiquer ce fait, vous allez avoir un fiasco européen et plus tard. Vous avez tout à fait raison. Et d'abord, merci à Yuriko qui organise ces conférences parce que c'est une des réponses justement pour répondre à ce genre de choses. Le problème, c'est que dans mon merci Yuriko. Le problème, c'est que dans mon expérience, sauf exception, qui vient à ce genre de conférence, les convaincus. Donc, il faudrait pouvoir aller beaucoup plus. Et là, on repose une question de budget. Parce qu'en fait, si on veut vraiment avoir un cours d'éducation civique européen dans les écoles, on tombe tout de suite sur un problème qui est que les États membres ne veulent pas qu'on touche aux matières qu'on enseigne dans les écoles. Parce qu'il n'y a pas de compétences communautaires, c'est une compétence. Alors en Allemagne, c'est encore plus compliqué parce que c'est pas un problème national, c'est un problème des Länder. Donc en plus c'est régionalisé et donc chaque région décide du programme. Il y a des mesures de ce type parce que c'est pas très compliqué à expliquer l'Europe, mais il faut encore que quelqu'un l'explique et de façon simple et de préférence le plus tôt possible. C'est pas le problème, c'est que ça, ce sont des domaines qu'on peut pas étudier à l'école pour des raisons de compétences et que pour l'instant, en tout cas, les gens n'en veulent pas. Donc, une des réponses, c'est celle-là. Une autre réponse, et je pense qu'il y a eu des gros progrès sur les Twitter, les LinkedIn, etc. Il y a un truc psychologique sur lequel moi, j'ai toujours pas la réponse, qui est que les gens préfèrent les mauvaises nouvelles aux bonnes. Alors ça, c'est quand même un grand truc, hein. Alors, il y a une exception quand même, hein. Maintenant, je m'adresse à Son Altesse. Les mariages royaux, ça a des millions de mais il y a un vrai truc là aussi. Et comment se fait-il qu'on s'intéresse au problème? Dans les journaux, il y a toujours que les trucs qui foirent. Moi, j'ai vécu la démission de la commission sanitaire en direct. Franchement, ce qu'on lui reprochait, quand je vois ça avec le recul, ce sont des broutilles. On est devenu aussi, et ça c'est tellement exigeant. Alors je parle du monde politique en général. On leur demande la perfection. Or, c'est pas possible. Je veux dire, mais à vous aussi, d'ailleurs, on vous demande la perfection. Il faut que vous soyez la plus mince, la plus jolie, la mieux habillée, la mieux coiffée, le machin. On vit dans un monde de tarés, quoi. Vous avez aussi le droit, enfin moi, j'ai en tout cas le droit de prendre mon jogging et d'aller à mon cours de sport le matin sans nécessairement être une star de cinéma, quoi. Et ça, c'est le problème. Une fois de plus, je vous dis, moi, j'ai vécu, pendant 4 mois, j'ai été commissaire. Le matin, je me disais, OK, je fais une télé aujourd'hui, j'ai un truc. Voilà, parce que par exemple, les tenues qui ne sont pas ajustées, mais ça, vous le savez, sur un écran de télé, c'est horrible. Vous avez l'air d'un bibendum. Voilà. Et ça, c'est plus important aujourd'hui que le fond. Donc, il y a bien sûr cet aspect-là des choses. Il y a des équipes de communication qui sont en place, mais je suis d'accord avec vous, il faut aller plus loin et il faut simplifier les messages. Mais souvent, la simplification du message amène à tronquer le message. Et donc ça devient compliqué. J'ai regardé la conférence de presse hier soir avec Juncker et Madame May. C'est super compliqué d'expliquer un mécanisme juridique, parce que c'est ça qu'ils ont fait, de façon simple pour expliquer aux Européens
et aux Anglais qu'on a fait ce qu'il fallait sans perdre de plume ni d'un côté ni de l'autre. C'est ça l'exercice de communication. Et ça, c'est super compliqué. C'est super compliqué parce que ce sont des nuances qui sont vraiment à la limite. Et je me souviens pendant la crise avec Santerre, on avait eu un problème parce qu'en fait, il y avait une interprète qui s'était trompée dans l'interprétation. Et c'était un mot qui avait prêté à confusion. Et donc, c'était dans la presse People le lendemain au Royaume-Uni, voilà, en disant le président se fout de nous, etc. Alors qu'en fait, c'était juste une erreur d'interprétation. Parce qu'il y a ça en plus. C'est qu'en plus, on fonctionne dans un système dans lequel, je veux dire que l'anglais est une langue super difficile à maîtriser. Enfin, le français aussi d'ailleurs, mais le français, je la maîtrise à peu près. L'anglais, et pourtant, je parle l'anglais tout à fait correctement, mais le sens des nuances est super compliqué. C'est super compliqué. Et donc, on a le problème des langues, mais on a aussi le problème du fond. Et c'est vrai que la commission Juncker a fait des efforts énormes. On s'occupe parfois de choses dont on ne devrait pas s'occuper. Clair. Donc, il y a des choses où il faut dire, ça suffit, stop. Voilà. Mais c'est un sujet, on pourra élaborer avec plaisir, parce que c'est un vrai sujet. Bonsoir. En fait, moi, j'avais voulu savoir quelles sont les avancées sur les projets des universités européennes et surtout aussi les universités de plus petite taille comme celle du Luxembourg. Est-ce qu'elles auront aussi une place dans ce projet ou pas? Alors, en fait, c'est une idée qui a été lancée par le président Macron. Macron avait fait un grand discours il y a 2 ans, le discours de la Sorbonne. Voilà. Et Macron, on a été en contact assez étroit avec ses troupes. Lui, il fait partie de ceux qui ont compris qu'Erasmus, c'était important. Alors, ce qui est intéressant, parce que quand même, tous ces politiciens aiment bien aussi avoir leur projet propre, c'est qu'en fait, dans le contexte d'Erasmus, parce qu'en fait, ces universités européennes sont financées par le programme Erasmus, dans le programme Erasmus, d'abord, il y a aussi les élèves, il y a aussi les écoles primaires, mais il y a aussi des actions qui sont financées, qui sont des collaborations entre universités. Donc, tout ça existe déjà. Voilà, c'est une idée qui a été reprise par Macron. Alors, lui, il veut appeler ça université européenne. Pourquoi pas? On a réussi, après des contacts avec eux, au moins à pas faire une université européenne physique. Voilà. Donc, on va continuer à faire et à intensifier les accords entre universités. Donc, il y a un grand appel d'offres qui a été lancé. Les montants qui étaient prévus, alors je suis désolée, je ne les sais plus par cœur, parce que comme je ne m'en occupe plus en première ligne, ont été doublés. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, parce qu'en fait, le programme Erasmus, c'est un programme qui monte vers la fin, donc il y a plus d'argent disponible que les années précédentes, pour des raisons budgétaires compliquées, mais qui n'ont pas grand intérêt. Donc le budget va être doublé. L'appel d'offres a été publié. Je ne sais pas si l'Université de Luxembourg a postulé ou pas. Je précise ici que dans la mesure où j'ai une période de cool-off 2 ans après mon départ à la retraite, j'essaye de ne pas suivre de trop près certains dossiers auxquels je pourrais être associée pour des raisons d'honnêteté et de probité pour éviter tout problème. Donc je ne sais pas si l'Université de Luxembourg est associée ou pas. J'espère qu'ils ont déposé un dossier. On a vu en tout cas que l'année dernière, l'Université de Luxembourg avait été dans le ranking, était 100 et je ne sais plus combien, enfin, était relativement bien placée. Cette année, c'est un peu moins bien. Après, on peut discuter du ranking aussi ou pas. Cette université européenne est un des programmes et un des projets qui sont dans Erasmus. Donc, dans Erasmus, il y a aussi des échanges de professeurs, parce que la plupart des gens ne savent pas. Donc, des professeurs qui vont faire des post-docs ou qui vont enseigner ailleurs. Voilà. Donc, il y a déjà un Erasmus. Je parlais de l'Erasmus des anciens, mais il y a l'Erasmus des professeurs. Il existe déjà. Le programme Erasmus, il est beaucoup plus vaste que ce qu'on imagine. Et l'université européenne en fait partie. Et c'est une des idées de Macron qui veut insister là-dessus. Mais là aussi, il faut aller plus loin. Il faut simplifier aussi les processus de reconnaissance des différents diplômes. Parce qu'il y a toujours encore des choses qui sont compliquées là-dessus. Je veux dire, donc, c'est là aussi qu'on se heurte. Voilà, je vais reprendre l'autre exemple, l'Erasmus des artisans. L'Erasmus des artisans, il est compliqué parce que le système des artisans en France et en Allemagne, c'est pas le même. Et qu'en fait, il y a des voies pour les artisans en Allemagne et à Luxembourg qui permettent l'accès à l'enseignement supérieur alors qu'ils ne le permettent pas en France. Donc, les bases sont différentes. Donc, sur certains dossiers, il faut reprendre la base. L'autre dossier qui donne des boutons à tout le monde, c'est les procédures de divorce. Je veux dire, on demande des papiers dans tous les sens parce que les gens ne savent pas.
Donc ça aussi, pour revenir à... Je veux dire, quand dans le quotidien, les gens se rendent compte que pour divorcer, qui est déjà pas très drôle, enfin en général, ça se passe pas très bien, il faut en plus, quand on a des nationalités différentes, avoir un papier. Je donne un exemple parce que j'ai quelqu'un dans ma famille qui habite Aix-en-Provence, luxembourgeoise. L'avocat à Aix-en-Provence lui demande un papier de notoriété émis par les autorités luxembourgeoises. Non mais ils n'ont jamais lu la Convention de Bruxelles. Mais ça, c'est la réalité du terrain. Et ça, c'est des choses qui agacent. Voilà, moi aussi, ça m'agace. Voilà, ça m'agace. Donc là, là, ça, c'est des cours de droit à donner. Hein. Parce que ça, c'est pas les gens. C'est un avocat. Moi, les bras m'en tombent quand je vois des trucs comme ça. On peut passer à une autre question, si vous voulez. Bonsoir madame, merci beaucoup. Non, moi c'était une question par rapport aux langues. Justement, je trouvais ça un peu compliqué quand je vois la Cour de justice, voir ces 2 tours avec que des traducteurs. Tout est traduit dans, bon, pas 28 langues, mais 24. Et moi je trouve que bon, tout le monde parle anglais à notre époque, ou plus ou moins, et que je sais pas. Bon, ou réduire peut-être pour certains. Mais il y a beaucoup de pays où ils parlent leur langue et ils parlent extrêmement bien anglais. Bon, moi je suis française, donc malheureusement pas toujours très douée en langue, mais bon, je parle quand même 3 langues. Mais je trouvais ça, voilà, c'était un peu comme est-ce que mettre moins de députés et autres, peut-être moins de langues, on gagnerait un peu de temps. Et voilà, mais peut-être ça changerait rien. Alors là-dessus, j'ai une réponse à court terme et j'ai une réponse à long terme. Sur le court terme, vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de politiques qui ne parlent pas une autre langue. Mais c'est impressionnant. Moi, j'ai vu Kohl est un très bon exemple. Voilà. Et c'était franchement un des très grands politiques. Donc, et Mitterrand, et donc il y en a une liste qui est longue comme le bras. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. C'est vraiment impressionnant. Ça n'a pas changé. Et comme je disais tout à l'heure, en fait, l'anglais est une langue très subtile. Et personnellement, quand j'avais des négociations difficiles, je ne parlais pas en anglais parce que c'est un des moyens pour vraiment perdre la nuance. Et vraiment, hein, je veux dire, donc ça, c'est ma réponse à court terme. Donc je pense que à court terme, la démocratie mérite cet investissement. Ok, donc ça c'est à court terme. Alors à moyen et à long terme, et là je vais me faire insulter par tous les interprètes, traducteurs et autres de cette planète. J'ai assisté à des démonstrations en intelligence artificielle impressionnantes. Alors, je vais parler de ma propre boutique qui était l'Office des publications. Les notices pour les appels d'offres sont déjà traduites de façon automatique à l'Office des publications depuis 10 ans. Donc ça existe. Sur les parties techniques, c'est facile. Je pense que Prévert et la fameuse cage, on réussira jamais à la traduire dans d'autres langues de façon automatique parce que c'est juste pas possible. Je pense que la poésie, ça se prête pas à ce genre de choses. Et alors, l'intelligence artificielle, je sais pas si vous utilisez Siri, c'était bloqué à l'époque où j'étais à la commission, donc je pouvais pas l'utiliser. Maintenant, je l'utilise. En français, ils sont sexistes. Ils mettent pas les accords. Il faut chaque fois rajouter les E pour les femmes. Mais bon, en anglais, ça marche super bien. Et c'est un système qui est un système basé sur la machine qui apprend elle-même grâce aux corrections que vous faites. Donc, moi, je fais un pari que dans 10 ans, il n'y en aura plus des traducteurs. Donc, il faut vraiment réfléchir à en faire autre chose. Hein. Je veux dire qu'aujourd'hui, toujours pour reprendre ma propre boutique, c'est des gens qui pourraient mettre en forme avec les données, des textes et des choses comme ça. Il ne s'agit pas de toute façon, les fonctionnaires, c'est des fonctionnaires. Mais je pense que c'est un métier qui est en voie de disparition et qui évolue, qui changent, et ils utilisent déjà beaucoup d'outils informatiques, mais on ne peut pas continuer avec un système dans lequel ils traduisent 10 pages par jour. C'est juste pas possible. Donc voilà, là aussi, il y a des évolutions. Les interprètes à très haut niveau, moi, je pense qu'on les gardera toujours, parce que je pense que quand on a... je ne sais pas si Trump, il parle une autre langue que l'américain. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? OK? Donc, je veux dire, donc vous avez raison, mais je pense que la démocratie a aussi un prix. Et donc, en termes de langue, personnellement, je pense qu'il faut les garder et les garder toutes. Après, le gaélique et le luxembourgeois, parce qu'il y a eu à un moment donné un débat pour savoir si les luxembourgeois devaient devenir une langue officielle. Là-dessus, on peut peut-être discuter.
Voilà. Après, il y a des choses sur lesquelles, effectivement, il y a des compromis possibles. Et l'intelligence artificielle, la traduction automatique, ça c'est sûr, mais ça marche déjà. Ça marche déjà. Ça marche déjà. Allez voir. Et c'est pas Google les meilleurs, c'en est d'autres. Mais... Une question d'un collègue de votre propre boutique, comme vous le dites. Merci Martine. Je pense qu'il y a un mot qui, avec mon étonnement, n'a pas encore été prononcé. On a parlé des fake news, on a parlé d'amélioration de la communication, on a parlé, je pense, du phénomène. Mais le mot populisme, je pense qu'on ne l'a pas prononcé. Alors peut-être ici au Luxembourg, la situation n'est pas si grave comme d'autres pays européens. Moi, je suis italien, où on a un gouvernement qui, officiellement, le Premier ministre a dit « Je revendique le fait d'être un gouvernement populiste ». Les deux partis qui les forment, je pense, sont clairement populistes. Moi, je pense que ce dont on parle de la crise de l'Europe, c'est le problème du populisme. Je suis convaincu, comme tu as dit, que si on connaît l'Europe du quotidien, là, il n'y a pas possibilité de populisme. Moi, je ne connais pas un seul étudiant Erasmus qui a des positions eurosceptiques. C'est à travers ce type d'expérience qu'on devient européenne. Et là, je pense aussi l'idée de cette que tu as lancée un Erasmus, par exemple, des retraités, des artisans. Et là, par Erasmus, il faut voir les formes. Mais c'est ça, je pense, la direction vers laquelle il faut aller. Et aussi, parce que si on regarde qu'est-ce que c'est le populisme, prenons la Brexit, on parlait. Ce n'est pas Londres le problème. C'est pas dans les villes universitaires. Le problème, c'est dans des zones périphériques, souvent des zones rurales. Et par exemple, des tranches d'âge les plus âgées sont plutôt tendent à être plus populistes que les jeunes. Et je pense la même chose, on la voit dans les zones rurales de l'Hongrie ou d'autres pays qui ont ces problèmes-là. Je pense que la Commission a compris ça, peut-être un peu trop tard, parce que maintenant il y a des actions qui ciblent, par exemple, les zones périphériques à niveau des communications. On a compris l'importance aussi, là, avec un peu de retard, des réseaux sociaux. Donc, les idées que tu lançais d'avoir des Erasmus plus concrets là, pour moi, ça, c'est la réponse. Donc, tu penses qu'avec ce type d'action, on peut contrer les populismes ou c'est quelque chose qui aussi aux élections européennes, peut-être on peut s'attendre ici au Luxembourg une montée des positions de ce type-là? Alors, moi, je refuse cette expression, donc je ne l'utiliserai pas. Voilà, parce que je pense qu'on ne peut pas mettre les gens dans un coin, parce qu'en général, on obtient exactement le résultat inverse. Et je pense qu'on peut peut-être réfléchir, par contre, à la cause d'un certain nombre de comportements. On vit tous à Luxembourg, enfin, je pense, pour la plupart d'entre nous. Et à Luxembourg, on a gardé une certaine proximité du politique et des gens. Voilà, moi, j'étais l'autre jour dans un restaurant que je ne citerai pas. Voilà, Xavier Bettel, il est rentré dans le truc. Voilà, Marc Angel, il est assis là. Il ne se balade pas avec un garde du corps. Enfin, je veux dire, j'ai vu le grand-duc, je ne sais pas quand, sortir du palais avec sa voiture en conduisant lui-même. Donc, on a gardé une certaine simplicité. Et je pense que les phénomènes qu'on a pu voir un peu partout sont liés évidemment à beaucoup d'autres choses et à des choses très compliquées, mais il y a pour moi un vrai problème de cohérence du politique aussi. Je veux dire que c'est très facile de les attaquer dans un certain nombre de pays. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, pour revenir à l'Italie, c'est que la réalité quand même, c'est que voilà, l'Italie s'est pris 1 million de réfugiés de première vague. Et la réalité, c'est qu'on les a quand même laissés un peu seuls. Hein. Moi, j'étais à Naples l'année dernière, je crois. Et quand je vois le nombre de gens qui vivent dans la rue, eh ben, moi, je vais te dire, moi, je comprends les habitants. Hein. Parce que nous, à Luxembourg, quand on a 3 clochards, quand on a 3 personnes qui dorment dans la rue, il y a des articles dans les journaux et on trouve des solutions, etc. Je veux dire, en Italie, je sais pas quand. Enfin, je veux dire, c'est un vrai problème. L'Europe est basée sur la solidarité. Je pense qu'il faudrait aussi de temps en temps s'en souvenir. Et la prochaine vague de réfugiés qui va venir d'Afrique, qu'est-ce qu'on va en faire? Parce que maintenant, je lis, le problème, c'est les Espagnols, puisque ça vient maintenant de l'Afrique. Il faut vraiment réfléchir à mettre en place quelque chose.
Alors, je ne sais pas quoi, hein. Je ne dis pas que c'est simple. Loin de moi, loin de ça. Mais je pense qu'il faut aussi, de temps en temps, quand il y a des réactions qui sont aussi, des mouvements de fond qui sont aussi importants, il faut vraiment y réfléchir. Moi, j'étais beaucoup en Hongrie. Et les Hongrois, je peux partager ça avec vous, ont vraiment l'impression que l'Europe les a laissés tomber et que les décisions sont prises par les anciens. Et quand on voit, là je reprends ma casquette d'ancien fonctionnaire de la Commission européenne, il y a combien de directeurs généraux hongrois? Aucun. Je vous donne la réponse tout de suite. Voilà. Donc il y a aussi, il y a aussi un système dans lequel on ouvre nos portes, et ça c'est très bien, mais derrière il va falloir aussi monter doucement un système dans lequel on partage. Et je dis ça dans ce domaine-là, mais je peux le dire dans beaucoup d'autres. Je donne régulièrement l'exemple de est-ce que j'ai vraiment besoin de 100 paires de chaussures? Oui, c'est ce que j'ai, peut-être même plus d'ailleurs. Voilà. Et est-ce qu'il ne faut pas arriver à un système dans lequel on partage plus? Alors, je sais que ce n'est pas simple. Et dire ça à Luxembourg, c'est encore plus compliqué. Voilà. Mais en même temps, on ne peut pas avoir un système dans lequel les écarts deviennent de plus en plus grands. Et les écarts deviennent de plus en plus grands. Donc, où on réfléchit vraiment à une politique sociale, mais une politique sociale moderne, pas une politique sociale comme on la faisait il y a 50 ans, parce que ça ne passera pas. Mais comment réussir à mettre en place un système dans lequel on donne à chaque enfant la même chance? Alors, on n'aura jamais la même chance, il ne faut pas exagérer, mais j'ai vu des études, c'est pour ça que je parlais du jardin d'enfants. L'intégration, elle commence là. Et l'un des problèmes qu'on a dans les pays où il y a beaucoup d'immigrés qui viennent du Maghreb, c'est qu'en fait, dans ces familles-là, on ne met pas les gosses au jardin d'enfants. Parce que traditionnellement, c'est les mamans qui continuent à s'occuper des enfants. Résultat des courses, ces enfants, ils arrivent à l'école à 6 ans, quand ils vont à l'école primaire, parce que là, c'est obligatoire. Et ils ont, en termes de socialisation, un retard par rapport aux autres, tout simplement parce qu'en fait, ils n'ont pas bénéficié de la même approche. Donc, c'est intéressant, des choses comme ça. Voilà, moi, je pense que maintenant, on va picoler, hein, parce que là, moi, j'ai assez travaillé. Hein. Ah, voilà, merci à vous. Voilà, merci beaucoup encore une fois, Madame Reichertz. Merci beaucoup à tout le monde pour votre participation active. Et je vous invite de nous rejoindre et de prendre le verre de l'amitié offert par la Commission européenne. Et on pourra continuer la discussion. Voilà, merci. Merci à toi. Merci. J'avais envie de poser une question.